Question 1. Je peux suivre ce véhicule qui dépasse? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, donc, ce véhicule est en train de dépasser ce scooter. Alors la question qu'il faut se poser pour savoir si je peux suivre un véhicule qui est en train de dépasser, c'est surtout si je suis en sens unique ou pas. Alors comment le savoir? C'est par rapport à la ligne tout à gauche. Donc si la ligne est discontinue, on est forcément en double sens de circulation. Inversement, si la ligne serait continue, on serait en sens unique. Donc comme là on est en double sens de circulation, c'est interdit de suivre un véhicule qui dépasse. Pourquoi c'est interdit? Parce que si je m'engage derrière ce véhicule, je ne vais pas voir ce qui se passe devant moi. C'est-à-dire s'il y a un véhicule qui arrive en face, je ne vais pas l'apercevoir. Donc peut-être que ce véhicule a le temps de dépasser, mais peut-être pas moi. Donc si je veux dépasser ce scooter, il va falloir attendre que ce véhicule se rabat pour que j'ai une bonne visibilité vers l'avant pour à mon tour prendre la décision si je peux dépasser ou pas. Donc en double sens de circulation, on ne suit jamais un véhicule qui dépasse. On ne voit pas ce qui se passe en face. Donc bonne réponse B. Question 2. Je circule sur une route à caractère prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici nous avons deux panneaux, un premier panneau de danger qui annonce un passage pour piétons, et ce panneau surtout qui nous intéresse par rapport à la question. Donc ce panneau annonce à 150 mètres, puisque là on est hors agglomération, une intersection où on sera prioritaire. Par contre c'est priorité pour une intersection, ce qu'on appelle la priorité ponctuelle. Donc là on ne parle pas de route à caractère prioritaire. La route à caractère prioritaire, c'est le losange jaune, qui signifie que on sera sûr d'être prioritaire à toutes les intersections sur la route. Ce qui n'est pas le cas donc pour ce panneau. Ce panneau annonce une intersection, la prochaine, où on sera prioritaire. Mais la deuxième, comme la troisième, on ne sait pas. Peut-être qu'on sera prioritaire aussi, peut-être pas. Mais là, on ne parle pas de route à caractère prioritaire. Donc non, réponse B. Question 3. Tournant à gauche, je passe le premier, réponse A, le deuxième, réponse B, le troisième, réponse C. Alors là, on arrive à une intersection. Alors pour savoir qui c'est qui passe en premier, on va regarder par rapport à la signalisation, c'est-à-dire soit les panneaux, soit les marquages au sol. Donc moi, j'ai aucun panneau, aucun marquage au sol pour moi. Le véhicule qui arrive en face, comme moi, il n'a aucun panneau, aucun marquage au sol. Par contre, le véhicule qui arrive de gauche, lui, on voit qu'il a un marquage au sol et c'est un stop. Du coup, est-ce que ça va être le véhicule noir qui va passer en premier? Non, il a un stop, et un stop, on cède le passage à gauche et à droite. Donc déjà, dans tous les cas, c'est soit moi ou véhicule gris qui va passer avant ce véhicule noir. Donc déjà, le véhicule noir, lui, passera en dernier. Donc la question qu'il faut se poser, c'est moi par rapport au véhicule qui arrive en face. Donc moi, je tourne à gauche. Est-ce que je vais passer devant le véhicule qui arrive en face ou je vais plutôt passer derrière? Donc c'est la règle générale, quand on tourne à gauche,
on cède le passage en face. Sinon, on coupe la route au véhicule. C'est la même chose dans l'autre sens. Si moi j'irais tout droit, si ce véhicule passe avant moi, il me couperait la route. Donc c'est le cas dans mon cas. Si je tourne à gauche, je dois céder le passage en face. Alors, du coup, l'ordre, donc en premier, c'est ce véhicule gris. Lui, il a pas cédé le passage au véhicule noir ni à moi, donc il passe en premier. Une fois qu'on supprime ce véhicule gris, moi j'ai la voie libre, je peux tourner à gauche. Donc je passe en deuxième, et en troisième, le véhicule noir. Donc moi je passe en deuxième position. Réponse B. Question 4. Je peux dépasser ce cycliste? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, nous sommes en ville. On peut voir par rapport au trottoir. Donc pour dépasser un cycliste, il faut laisser au minimum 1 mètre. Donc 1 mètre, c'est à peu près ici. Et le problème, on a un véhicule qui arrive en face. Est-ce que j'ai assez de place pour m'écarter suffisamment, pour laisser les 1 mètre, sans gêner le véhicule qui arrive en face? Forcément, la réponse est non. Le temps que je dépasse, le véhicule blanc arrivera. Donc soit je vais beaucoup gêner soit le vélo ou soit le véhicule blanc. Tout dépend comment je passe. Mais là, j'ai pas assez de place pour passer entre les deux pour avoir les bonnes distances de sécurité. Donc je peux dépasser ce cycliste? Non. Réponse B. Question 5. Le risque d'éclater est plus important si le pneu est sous-gonflé? Réponse A. Surgonflé? Réponse B. Alors, en risque d'éclater, le risque est plus important quand le pneu est sous-gonflé, c'est-à-dire qu'il n'est pas assez gonflé. Pourquoi? Parce que, surtout quand je vais prendre les virages, si le pneu n'est pas assez gonflé, le pneu va se déformer. Il va se plier dans les virages, et un pneu qui se plie, forcément, risque d'éclater. Si le pneu est trop gonflé, là, il ne va pas se plier, donc il n'y a pas de risque d'éclatement. Après, pour vraiment qu'il éclate parce que il est trop gonflé, il faut vraiment qu'il soit vraiment très surgonflé. Ou vraiment comme un ballon, si on le gonfle de trop, à bout d'un moment, forcément, il éclate. Mais là, il faut vraiment surgonfler le pneu. Donc voilà, le risque est plus important quand il est sous-gonflé puisque le pneu va se déformer en virage et on risque du coup d'éclater. Donc bonne réponse A. Question 6. Le liquide de frein se situe en 1, réponse A, en 2, réponse B, en 3, réponse C, en 4, réponse D. Alors en 1, qu'est-ce qu'on a? Donc on a un petit panneau danger, enfin symbole danger, avec éventuellement une température, donc c'est le liquide de refroidissement. Ici on a le liquide lave-glace, donc généralement c'est des bouchons bleus. Ici on a le symbole pour l'huile, donc c'est le bouchon de remplissage d'huile moteur. Et en quatrième, on a le petit symbole donc du voyant frein ou frein-main qui peut s'allumer sur le tableau de bord. Donc ici, on a bien le liquide de frein. Et généralement, c'est un bouchon jaune. Donc le liquide de frein se situe en 4. Bonne réponse D. Question 7. Le long du trottoir à droite, je peux faire un arrêt? Oui,
réponse A. Non, réponse B. Stationner, oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici nous sommes donc dans une assez grande rue. Et donc est-ce que je peux m'arrêter ou stationner le long du trottoir ici? Donc là on peut voir qu'on a un marquage au sol spécifique, hein. C'est des traits qui sont un petit peu plus larges que les traits au milieu ici. Et du coup ça annonce une voie réservée, hein. Donc est-ce que c'est une voie qui est réservée au stationnement? Donc non, si vous faites bien attention, les zones où c'est des stationnements, justement, c'est des tout petits traits assez fins. Là, on a des gros traits, hein. Donc, vu la largeur de la voie, hein, c'est une voie réservée aux cyclistes, hein, donc ce qu'on appelle une bande cyclable. Et du coup, sur les bandes cyclables, l'arrêt et le stationnement sont interdits, hein. Pourquoi? Parce que s'il y a un cycliste qui arrive et je suis arrêté ici, le cycliste sera obligé de faire un écart, ce qui est forcément assez dangereux, hein. Donc l'arrêt et le stationnement sont interdits sur les bandes cyclables, donc B et D. Question 8. Après ces panneaux, la vitesse est limitée à 30 km/h, réponse A, 50 km/h, réponse B, 70 km/h, réponse C. Alors ici on a ces panneaux qui nous annoncent donc deux choses. Une première chose, donc quand on a ce panneau barré avec un nom, donc ça annonce la sortie d'une agglomération. C'est-à-dire donc avant on était limité à 50 km/h parce qu'on était en ville. Par contre on a un deuxième panneau là qui nous annonce qu'on arrive dans une autre agglomération. Du coup, après les panneaux, la vitesse sera toujours limitée à 50 km/h puisque je serai toujours en ville. Par contre, on change de ville, mais la vitesse sera toujours limitée à 50. Donc c'est limité à 50 avant les panneaux et aussi après les panneaux, hein, puisque je suis en ville. Donc bonne réponse B, 50 km/h. Question 9. Hors agglomération, pour dépasser ce piéton, je dois laisser un intervalle minimal de 0,50 m, réponse A, 1 m, réponse B, 1,50 m, réponse C, 2 mètres, réponse D. Alors si je circule hors agglomération, donc le minimal pour les usagers vulnérables, c'est-à-dire les piétons et les deux roues, c'est au minimum 1,50 m, hein. Donc je dois laisser au minimum 1,50 m. Les 1 m, ça c'est en agglomération. Donc je dois laisser au minimum combien? Donc 1,50 m. Donc bonne réponse C. Question 10. Pour prendre la direction de Rouen, je dois prendre à droite immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux prendre à droite au giratoire. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors ici on a le schéma d'un rond-point, hein, qui nous dit que si on va tout droit, on va en direction de Paris, et si on prend à droite, en direction de Rouen. Donc nous on arrive toujours par le bas, hein. Donc là on peut voir, hein, par prendre direction Rouen, on a le choix soit de prendre cette petite route, hein, qui va nous permettre de contourner le rond-point, du coup de ne pas s'embêter à prendre le rond-point. Du coup, oui, je peux prendre immédiatement à droite, hein, pour éviter le rond-point. Mais forcément, un rond-point, si j'entre dans le rond-point, je peux prendre n'importe quelle sortie, hein. Donc si jamais je loupe, sans faire exprès, cette première voie, je vais pouvoir forcément aller dans le rond-point pour prendre la première sortie, hein, bien sûr. Donc on a le choix, hein. Donc bonne réponse A et C. Question 11. Je peux circuler en feu de position seul, réponse A, feu de croisement, réponse B, feu de route, réponse C, sans feu, réponse D. Alors, les feux de position, dans quel cas donc on les utilise la nuit, hein, parce que là, dans notre cas, il fait nuit. Donc il faut deux conditions réunies. Il faut être en ville et il faut que ça soit éclairé. Est-ce que c'est le cas ici? Donc on peut voir, comme on a des trottoirs, des habitations, on est forcément en ville. Et la chaussée est éclairée. Du coup, je peux utiliser mes feux de position, hein. Donc je vous rappelle, en ville, il faut que ça soit éclairé. Alors les feux de croisement, la seule condition qu'il faut avoir, c'est qu'il faut que la chaussée soit éclairée pour pouvoir utiliser les feux de croisement. Qu'on soit en ville ou pas, ça on s'en fiche. Comme la route est éclairée, je peux utiliser du coup mes feux de croisement. Les feux de route, ça c'est l'inverse des feux de croisement. On vient de dire que les feux de croisement, on les utilise quand c'est éclairé. Et bien les feux de route, c'est l'inverse, c'est quand c'est pas éclairé. Du coup, comme la chaussée est éclairée, je ne peux pas utiliser mes feux de route. Et forcément, la nuit, on ne peut pas circuler sans feu. Il faut être obligatoirement éclairé pour au minimum être vu. Donc bonne réponse A et B. Question 12. Pour faire des économies, j'utilise de préférence mon véhicule, réponse A, le covoiturage, réponse B. Alors là, on nous parle du covoiturage. Alors qu'est-ce que c'est le covoiturage? Alors c'est pour faire un même trajet, et on se réunit à plusieurs personnes pour faire le minimum de véhicules. Par exemple, 5 personnes veulent d'aller à un point A à un point B le même jour à la même heure. Plutôt que chacun prenne son véhicule, ce qui fait éventuellement 5 véhicules qui circulent, on va plutôt se regrouper pour utiliser qu'un seul véhicule. Donc ça permet forcément de faire des économies, puisqu'il n'y a qu'un véhicule qui circule, et éventuellement au lieu de 5. Donc là on peut diviser par 5 du coup les coûts de fonctionnement du véhicule. Donc on utilise forcément de préférence le covoiturage, hein, plutôt que son véhicule personnel. Donc bonne réponse B. Question 13. Dans cette situation, je place le pied devant le frein. Réponse A. Je conserve mon allure. Réponse B. Je ralentis. Réponse C.
Alors là, on arrive à une intersection. Alors, une intersection, il faut toujours vérifier avant de la passer si on est prioritaire ou pas. Hein. Donc là, on est prioritaire puisque ce véhicule rencontre un marquage au sol. Hein. Ça a l'air d'être un céder le passage puisque c'est des pointillés et on devine son panneau céder le passage. Donc je suis prioritaire, donc je passe. Hein. Mais est-ce qu'on passe sans crainte ou il faut quand même vérifier quelque chose? Et bien sûr, il faut vérifier le comportement de ce véhicule pour être sûr et certain qu'il nous ait bien vu pour bien nous laisser passer. Parce que forcément, s'il ne nous a pas vu, il peut malheureusement s'engager. Donc, au cas où je vais placer le pied devant le frein, au cas où ce véhicule s'engage tout d'un coup, je ne conserve pas mon allure et par contre je ralentis pour arriver prudemment au cas où que ce véhicule ne m'ait pas vu. Donc bonne réponse A et C. Question 14. Je ralentis immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors nous arrivons en face d'un panneau. Donc ce panneau, c'est un panneau triangulaire, c'est un panneau de danger. Qu'est-ce qu'il annonce comme danger avec la croix? Donc ça annonce plus loin une intersection où on devra céder le passage à sa droite. Donc ce panneau, comme on est hors agglomération, il n'y a pas de trottoir, pas d'habitation, donc ce panneau est normalement implanté 150 mètres avant l'intersection. Alors est-ce que je dois ralentir immédiatement? Donc la réponse est oui, parce que dès qu'on est en présence d'un panneau de danger, il faut ralentir. Pourquoi? Pour que j'ai le temps justement de ralentir pour arriver plus loin à la bonne allure. Donc toujours, hein, ça c'est une règle générale, en présence d'un panneau de danger, il faut bien sûr ralentir. Donc bonne réponse A. Question 15. Dans une très forte descente, je peux freiner longtemps, réponse A, freiner par à-coups, réponse B, utiliser le frein moteur, réponse C, couper le moteur, réponse D. Alors si on a une très forte descente, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors freiner longtemps ou freiner par à-coups. Donc le problème, ce qu'il faut savoir quand on freine, donc ça pince, les plaquettes de frein vont passer le disque, un petit peu le même principe sur un vélo, on va donc pincer la roue pour la faire ralentir. Ce qu'il faut savoir, donc ce pincement, donc ça fait chauffer. Et le problème, si jamais donc on freine longtemps, plus on freine, plus ça va chauffer. Et ce qu'il faut savoir, c'est vraiment si ça chauffe de trop, après les freins sont inutilisables. Hein, si vraiment ils sont trop chauds. Hein. Donc c'est pour ça dans une longue descente, si je freine longtemps, à un moment mes freins vont être beaucoup trop chauds et du coup ils seront inefficaces. Donc le mieux c'est plutôt de freiner par à-coups. Je freine. Ensuite, je lâche le frein, comme ça mes freins ont le temps de refroidir, je refreine, je lâche les freins, ça refroidit, etc. Alors c'est vrai que c'est moins agréable, mais par question de sécurité, forcément c'est mieux, surtout dans les longues descentes. Par contre, si on a une très courte descente, il faut mieux freiner longtemps pour que ça soit plus souple comme conduite. Donc, mais dans une très forte descente, il faut mieux freiner par à-coups, pour que les freins ne chauffent pas. Ensuite, il faut mieux aussi utiliser au maximum le frein moteur. Qu'est-ce que c'est le frein moteur? C'est quand on arrête d'accélérer, du coup le moteur ralentit, puisqu'il a plus de carburant, et du coup comme il ralentit,
il fait ralentir les roues, la voiture, puisque le moteur est relié aux roues si on n'appuie pas sur l'embrayage. Donc c'est un frein entre guillemets naturel, c'est le moteur qui ralentit, donc ça ralentit la voiture. Donc en fait on l'utilise en lâchant l'accélérateur. Couper le moteur, donc non, puisque justement si j'éteins le moteur, je le coupe, je n'ai plus de frein moteur. Donc du coup, ma voiture va être emportée par son poids. Un petit peu comme un vélo, si je lâche les freins, il n'y a plus rien qui retient le vélo. Donc j'utilise au maximum le frein moteur. Donc bonne réponse, B et C. Question 16. En cas d'incendie dans un tunnel, je peux emprunter cette porte. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc là, nous sommes à l'intérieur d'un tunnel, et cette porte, donc qu'est-ce que c'est? C'est une porte qui amène à une issue de secours. Elle est signalée par ce symbole. Ce symbole représente une issue de secours. À quoi sert une issue de secours? Ça sert à sortir du tunnel, pour aller soit à l'air libre, ou si c'est un tunnel en dessous de l'eau, aller dans l'autre tube du tunnel. Donc forcément on l'utilise en cas d'incendie, parce qu'en cas d'incendie, il ne faut pas rester dans le tunnel, il faut sortir du tunnel. Donc du coup, je vais utiliser l'issue de secours pour sortir du tunnel. Donc bonne réponse A. Question 17. En circulant dans une agglomération, je suis attentif aux véhicules en stationnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, par rapport aux véhicules en stationnement, donc forcément, il faut rester attentif à ces véhicules pour plusieurs choses. Première chose, un véhicule qui est en stationnement peut tout d'un coup forcément s'engager. Et si jamais il s'engage sans trop regarder si j'arrive, ça peut forcément être très dangereux. Donc on ne sait jamais, où il peut aussi terminer sa manœuvre et dévier un peu plus. Et par rapport à ces véhicules en stationnement aussi, il faut faire attention, on peut avoir des piétons qui passent entre ces véhicules. Donc je reste pas attentif que ce qui se passe devant moi, je surveille aussi sur les côtés. Quand il peut y avoir un danger. Donc je suis attentif aux véhicules au stationnement, oui. Bonne réponse A. Question 18. Je suis en infraction à partir du taux d'alcoolémie de 0,10 mg par litre d'air expiré, réponse A. 0,20 mg par litre d'air expiré, réponse B. 0,25 mg par litre d'air expiré, réponse C. 0,50 mg par litre d'air expiré, réponse D. Alors, par rapport à l'alcool, il faut faire attention, puisqu'il y a deux mesures. Soit on mesure dans l'air, ce qui est le cas ici, donc en soufflant dans un appareil, ou soit dans le sang, donc du coup à l'aide d'une prise de sang. Donc là, on nous parle dans l'air. Donc attention, dans l'air, c'est à partir donc de 0,25 mg par litre d'air expiré qu'on est en infraction. Donc c'est pas, on n'a pas le droit
à ça, c'est à partir de ça qu'on est en infraction. Donc là, attention, on parle lui aussi des conducteurs confirmés. C'est pas précisé dans la question que c'est des conducteurs novices. Sinon, conducteur novice, c'est à partir de 0,10. Donc là, c'est 0,25 dans l'air. Pour faire après la liaison, donc si on vous demande dans le sang, il faut multiplier par 2. Donc ça fait 0,50 dans le sang. Donc à partir de 0,25 dans l'air et à partir de 0,50 dans le sang, qu'on est en infraction. Donc bonne réponse C. Et attention, on nous demandait à partir. Du coup, 0,50, on est en infraction, mais c'est pas à partir de 0,50 qu'on est en infraction. Donc bonne réponse C. Question 19. Sur l'emplacement à droite, je peux m'arrêter pour me reposer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour régler mon GPS. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, nous circulons sur une voie rapide ou sur une autoroute. Donc à notre droite, on a quoi? On a une bande d'arrêt d'urgence. On la reconnaît grâce au long trait épais. Et ici, on a ce qu'on appelle un emplacement d'arrêt d'urgence. Vous voyez qui est un peu plus large que la bande d'arrêt d'urgence pour que ça soit plus sécurisant avec une borne d'appel d'urgence. Donc on s'y arrête comme sur la bande d'arrêt d'urgence, on s'y arrête qu'en cas d'urgence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement, donc soit une panne avec le véhicule, ou soit donc un malaise par rapport à une personne, mais voilà, c'est vraiment qu'en cas d'urgence. Donc pour me reposer, est-ce que c'est un cas d'urgence? Non, on a des aires de repos, ou alors on sort de l'autoroute, mais pour se reposer, c'est pas un endroit fait pour, donc non. Et pour régler son GPS, non plus. On peut s'arrêter pareil sur une aire de repos. Donc bonne réponse B et D. Question 20. Pour contourner ce camion en livraison, je peux accélérer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je place le pied au-dessus du frein. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors pour contourner ce camion qui est en livraison, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors déjà, il faut étudier un petit peu le danger. Donc le danger déjà d'un camion en livraison, c'est que le livreur peut contourner ce camion. Il peut passer devant le camion pour entrer justement dans son camion, passer derrière, etc. Donc déjà, il va falloir passer assez loin de ce camion et être vigilant par rapport si le livreur contourne ce camion de livraison. Ensuite, deuxième danger, c'est que on a un passage pour piétons juste après ce camion. Qu'est-ce qui peut se passer? On peut avoir un piéton qui commence à traverser et du coup il est prioritaire. Ou éventuellement c'est un piéton qui arrive sur la gauche. Donc on a beaucoup de dangers. Donc du coup on va pas passer en accélérant. On va plutôt être méfiant et du coup ralentir. Donc bonne réponse B. Et je vais bien sûr placer le pied au-dessus du frein au cas où justement qu'il y a un piéton qui surgisse et que je le vois au dernier moment. Donc bonne réponse B et C.